La chaîne Faisons-nous peur a été démonétisée en novembre 2025. Même s'il peut vous arriver de voir des pubs sur les vidéos, aucun revenu publicitaire n'est généré. N'ayez pas peur de soutenir la chaîne à travers des donations ponctuelles, mensuelles ou des achats de très longues narrations sur le site Buy Me a Coffee. Votre soutien est essentiel pour l'avenir de la chaîne. Affreusement vôtre, la ruse. Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je n'ai pas vu le ciel pendant 10 ans. Cela fait 15 ans maintenant que j'ai revu le ciel pour la première fois depuis une décennie, et j'ai encore du mal à dormir sans veilleuse. Non pas parce que j'ai peur du noir, j'ai vécu dans l'obscurité pendant longtemps, mais parce que lorsque les lumières sont éteintes, mon sens des distances disparaît. Je ne sais pas si les murs sont à 3 mètres ou à 25 centimètres. Je ne sais pas si la porte est verrouillée. Je m'appelle Jean. J'ai 43 ans. Je travaille à domicile dans la saisie de données. Je commande mes courses en ligne. Je n'ai pas d'amis et ma famille est entièrement décédée. Si vous cherchiez mon nom sur Google, que je ne vous donnerai pas, vous ne trouverez rien. Quand on m'a retrouvé en 2010, j'ai supplié la police et les avocats de ne pas divulguer mon nom dans les journaux. J'étais le garçon dans la cave, une victime anonyme dans une ville de taille moyenne qui voulait oublier qu'un monstre vivait parmi eux. Ils ont respecté ma vie privée, principalement parce que mon père, l'homme qui m'avait enfermé là, était un diacre respecté dans notre communauté. Le scandale était déjà suffisamment grave sans que mon visage soit affiché dans les journaux. Mais garder ça pour moi m'a rongé. C'est une autre forme de captivité. Je vais donc vous raconter ce qui s'est passé. J'ai besoin de le mettre quelque part où les gens me croiront. Nous étions en 2000. Nous avions survécu à la fameuse panique du bug de l'an 2000. Le monde n'avait pas pris fin, mais le mien était sur le point de s'écrouler. J'avais 18 ans. Je venais de terminer le lycée et je me préparais à entrer à l'université à l'automne. J'étais également amoureux. Il s'appelait Martin. En 2000, dans ma ville, les garçons n'embrassaient pas les garçons, pas sans conséquence. Mon père était un homme dur, silencieux, stoïque, le genre d'homme qui croyait que l'obéissance était la plus haute forme d'amour. Il nous a surpris un mardi. Martin m'avait raccompagné chez moi et nous étions debout à côté du garage, cachés par les rhododendrons. Nous nous sommes embrassés. Ce n'était pas vulgaire, c'était doux, maladroit et terrifiant. La porte arrière s'est ouverte. Mon père n'a pas crié. C'était ce qui faisait le plus peur chez lui. Il ne criait jamais. Il se contentait de fixer du regard. Il a regardé Martin, puis moi, avec des yeux comme des pierres plates et grises. Il a dit à Martin de rentrer chez lui. Puis il m'a dit d'aller dans ma chambre, et il ne m'a pas adressé la parole pendant 3 jours. Je pensais qu'il me boudait. Je pensais que le silence était ma punition. Et je me trompais. Le vendredi après-midi, il a frappé à la porte de ma chambre. « Jean !» a-t-il dit d'une voix calme. « J'ai besoin d'aide pour déplacer le congélateur coffre dans l'abri du sous-sol. » Mon père était un homme paranoïaque. À la fin des années 90, il avait passé son temps à construire un abri anti-tempête, derrière un faux mur dans le sous-sol. C'était son projet pour le jour où les ordinateurs tomberaient en panne et où la société s'effondrerait. Je l'ai suivi dans les escaliers en bois, devant la chaudière, jusqu'à l'étagère qui pivotait vers l'extérieur, grâce à 2 lourdes charnières. « C'est lourd », a-t-il dit en montrant l'intérieur. « Mets-toi de l'autre côté et pousse. » Je suis entré. La pièce était en béton, froide, et sentait la poussière sèche et les légumes en conserve. Je me suis retourné pour attraper le coin du congélateur. J'ai entendu le bruit sourd de la porte en acier, suivi du cliquetis métallique des 3 verrous qui s'enclenchaient. « Papa ?» ai-je appelé. « Papa, arrête de plaisanter !» Les lumières clignotèrent une fois,
puis se mirent à bourdonner régulièrement. Je courus vers la porte, je frappai dessus, je criai jusqu'à avoir le goût du sang dans la gorge. Je donnai des coups de pied jusqu'à ce que mes orteils soient violets. Il ne répondit pas. Il ne répondit pas ce jour-là ni le lendemain. Cette pièce est devenue mon univers pendant 3650 jours. Les premiers mois ont été marqués par l'hystérie et le déni. Je continuais à penser que c'était un test. « Repens-toi », me disais-je. « Si je me repens, il me laissera partir. » Je criais des excuses au plafond. Je promettais de ne plus jamais toucher à un homme. Je promettais d'aller à l'église tous les jours. La pièce était insonorisée. Il l'avait bien construite. L'agencement était austère. Au départ, elle mesurait environ 3 mètres sur 3. Il y avait un lit de camp avec un matelas fin, un seau pour les déchets, remplacé plus tard, j'y reviendrai, et un évier avec de l'eau courante froide et des caisses de nourriture non périssable destinées à l'apocalypse. Mon père venait me rendre visite, mais pas pour parler. Une fente au bas de la porte qu'il avait dû installer spécialement s'ouvrait. Un plateau glissait à l'intérieur, et il contenait généralement un sandwich ou les restes d'un dîner dont je sentais l'odeur 2 étages plus haut. Puis le plateau ressortait. Une fois, j'ai essayé d'attraper ses doigts. J'ai passé ma main dans la fente, cherchant à la gripper. Il n'a pas reculé. Il a simplement pris calmement un lourd goujon en bois et l'a enfoncé contre ma main jusqu'à ce que je la retire sous l'effet de la douleur. Il ne parlait jamais. C'était comme si me parler revenait à reconnaître qu'il faisait quelque chose de monstrueux. S'il est resté silencieux, il n'était qu'une force de la nature, un bourreau désigné par Dieu. L'ennui ne fut pas immédiat. La peur m'a occupé pendant la première année. Mais vers la 2e année, la géographie de la pièce a changé. C'est la partie qui me hante le plus, l'altération physique de ma réalité. J'avais fait des plans. J'avais gratté le joint des blocs en béton derrière les caisses de ravitaillement avec un manche de cuillère que j'avais volé dans un plateau. C'était pathétique, vraiment. J'avais peut-être avancé d'1/4 de pouce. Puis vinrent les aiguilles. Un matin, mon plateau repas contenait un verre de lait. Il avait un goût sucré, presque crayeux. J'avais tellement soif que je m'en moquais. 20 minutes plus tard, la pièce se mit à tourner. Mes membres étaient lourds comme du plomb. Je rampais jusqu'au lit de camp, englouti par l'obscurité. Lors de mon réveil, je ne savais pas combien de temps s'était écoulé. J'avais l'impression que ma tête avait été fendue à coups de hache. Ma bouche était sèche comme du sable. Je me suis assis et je me suis figé. La pièce était différente. Le mur que j'avais griffé avait disparu. La pièce s'était agrandie de 3 mètres. Dans le nouvel espace, il avait installé un petit module de salle de bain exigu, avec des toilettes et une minuscule cabine de douche raccordée à la canalisation principale de la maison. Mais ce n'était pas le pire. Dans les coins du plafond, 2 minuscules dômes noirs clignotant en rouge. Des caméras. Et la porte n'était plus seulement une porte coupe-feu renforcée en acier. Il avait soudé une barre secondaire sur le devant, contrôlée électroniquement. Je pouvais entendre le bourdonnement du verrou magnétique. J'ai vomi. Il m'avait drogué. Il était venu ici, avait transporté mon corps inconscient, avait travaillé autour de moi, peut-être pendant des jours. Il avait abattu un mur, fait des travaux de plomberie et m'avait enfermé à nouveau. C'était la violation ultime. Cela prouvait que je n'étais rien de plus qu'un meuble pour lui. Il n'avait pas peur que je m'échappe. Il me stockait simplement. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'essayer de creuser. S'il pouvait me droguer, s'il pouvait me surveiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il n'y avait aucun angle mort. Vers la 3e année, une télévision est apparue. Je me suis réveillé d'un autre sommeil drogué. Il faisait cela périodiquement pour effectuer l'entretien ou le nettoyage. Et j'ai découvert une petite télévision à écran cathodique de 20 cm sur un support boulonné au sol.
Elle était reliée à une ligne câblée basique et à un lecteur DVD. C'était ma fenêtre sur le monde. C'était ainsi que j'ai vu passer ma vingtaine. J'ai vu les tours jumelles s'effondrer en septembre 2001, avant même d'avoir la télévision. Entendant les bruits étouffés des informations provenant de l'étage supérieur, confus et terrifié. Mais avec la télévision, j'ai vu les conséquences. J'ai vu l'invasion de l'Irak. J'ai vu le monde changer, devenir plus dur, plus en colère. J'ai vu la technologie exploser. Les téléphones à clapet se sont transformés en BlackBerry, puis en iPhone. J'ai vu la culture pop me laisser derrière elle. J'ai développé une routine. Je devais le faire, sinon je me serais fracassé la tête contre les parpaings. Réveil, douche, 3 minutes d'eau chaude chronométrée, manger le granola ou le toast fourni par la fente, exercice, gymnastique, marche, puis les films. Mon père glissait les DVD dans la fente. Il ne m'a jamais demandé ce que je voulais. Il me donnait simplement des films de sa propre collection ou des films qu'il trouvait dans les bacs à soldes. Des westerns, de vieux classiques en noir et blanc. Casablanca, La prisonnière du désert. Puis, bizarrement, des comédies romantiques bon marché. Comment perdre un mec en 10 jours. Je les regardais jusqu'à ce que les disques sautent. J'ai mémorisé chaque réplique. J'ai appris à imiter les accents. Je me retrouvais à discuter avec des versions imaginaires d'acteurs et d'actrices. Il ne s'agissait pas de divertissement, mais d'entendre des voix humaines qui ne criaient pas. Au bout de 5 ans, je m'étais acclimaté. C'est écœurant à admettre, mais l'esprit humain est capable de s'adapter. La pièce était mon univers. Le monde extérieur était la fiction à l'écran. J'ai fini par ne plus détester mon père. La haine demande trop d'énergie. Elle brûle les calories dont on a besoin pour survivre. J'ai commencé à le considérer comme un phénomène météorologique. Il était celui qui subvenait à mes besoins. Quand la fente s'ouvrait, il pleuvait de la nourriture. Quand les lumières s'éteignaient, c'était la nuit. Je projetais mes émotions sur son silence. Peut-être qu'il est désolé, pensais-je en mâchant un baguette rassis. Peut-être qu'il a peur de me laisser sortir parce qu'il sait qu'il irait en prison. Lui aussi est piégé. J'étais dans l'illusion, bien sûr. Il n'était pas piégé, il vivait à l'étage, probablement assis dans son fauteuil inclinable, regardant les mêmes matchs de football que moi, buvant de la bière, dormant dans un lit avec des draps qui sentaient l'air frais. L'ennui était la véritable torture. Les gens pensent que la torture est une douleur physique, des fouets et des chaînes par exemple. Mais l'ennui absolu et implacable est bien pire. Il ronge vos souvenirs. J'ai commencé à oublier l'odeur de l'herbe fraîche. J'ai oublié la nuance spécifique des yeux de Martin. J'ai oublié la sensation de vent froid sur une joue humide. Mes souvenirs du monde extérieur sont devenus pixelisés, remplacés par des scènes de films. Alors, j'ai commencé à parler aux caméras. « Bonjour !» disais-je à l'objectif dans le coin. « Tu as bien dormi ? Je n'ai pas arrêté de me retourner. Le matelas est bosselé. » Je savais qu'il regardait. Parfois, si je demandais des médicaments pour un mal de tête ou des produits d'hygiène spécifiques, comme de la crème à raser, cela apparaissait magiquement dans la fente quelques heures plus tard. Il m'écoutait. C'était notre intimité. Mes besoins, ses provisions. Sans un mot. En 2008, la récession du choc Lehman a frappé. Je voyais des familles perdre leurs maisons aux informations. Je regardais autour de moi. Dans ma boîte en béton, sans loyer à payer, nourri tous les jours, et je ressentais une gratitude grotesque. Au moins, je suis en sécurité, me disais-je. Le monde extérieur est effrayant. Ici, rien ne change. C'était le syndrome de Stockholm, à son paroxysme et malin. À la fin de l'année 2009, j'ai remarqué un changement. Pas dans la pièce, mais dans la routine. Les plateaux repas arrivaient plus tard. La qualité de la nourriture avait baissé. Parfois, il n'y avait qu'une boîte de soupe et une cuillère, sans être réchauffée. Un jour,
J'ai aperçu sa main à travers la fente. Elle tremblait. Sa peau était tachetée et fine comme du papier. Il vieillissait. La panique m'a envahi. Pas l'espoir, non. La panique. S'il meurt, ai-je réalisé, je meurs aussi. Personne ne savait l'existence de cette pièce. Il l'avait construite lui-même. La porte était dissimulée derrière une étagère remplie de pots de peinture et de vieux outils. S'il avait eu une crise cardiaque dans la cuisine, il aurait pourri à l'étage et je serais mort de faim en bas, séparé de la liberté par 3 mètres de terre et de béton. Alors, j'ai commencé à stocker de la nourriture. J'ai gardé des crackers, des emballages, des demi-bouteilles d'eau. Je les ai cachés sous le coin du matelas. Ma fuite n'était pas le fruit d'un plan élaboré. Je ne l'ai pas maîtrisée. Elle s'est produite, comme tout dans ma vie, dans le silence. C'était un mardi d'août 2010. Le déjeuner n'est pas arrivé. J'ai attendu, j'ai fait les 100 pas, j'ai parlé à la caméra. « J'ai faim !» ai-je dit. « S'il te plaît, j'ai faim !» Rien. L'heure du dîner est passée. Les informations ont commencé à 18h. Je les ai regardées, l'estomac gargouillant. Le lendemain matin, pas de petit déjeuner. Alors j'ai crié. Je pense ne pas avoir crié depuis au moins 5 ans. « Papa! Papa, s'il te plaît !» Ma voix s'est brisée. Elle était faible, faute d'avoir été utilisée. J'ai bu de l'eau du robinet pour apaiser ma gorge et j'ai crié à nouveau. Au 3e jour, la terreur était devenue un poids physique. L'air dans la pièce devenait vicié. Le système de ventilation semblait fonctionner à faible puissance ou s'était complètement arrêté. J'ai frappé à la porte avec la lourde chaise en métal pendant des heures, jusqu'à ce que mes mains soient couvertes d'ampoules. « Il est mort !» pensais-je. « Il est mort et je suis dans ma propre tombe. » Allongé sur le sol, je regardais la fente de lumière sous la porte. J'avais des hallucinations. Je croyais voir Martin debout près de la salle de bain qui me souriait. Puis vers le 4e jour, j'avais perdu le compte, j'entendis un bruit. Ce n'était pas la fente qui s'ouvrait. C'était un bruit sourd provenant de l'étage, comme une porte enfoncée à coups de pied. Puis des voix, des bottes lourdes, un chien qui aboyait. Je me suis précipité vers la porte. Je n'avais plus la force de frapper avec la chaise. J'ai pressé mon visage contre l'acier froid. « Je suis ici !» ai-je crié. « Ici, en bas, au sous-sol, regardez les étagères !» Je ne savais pas s'il pouvait m'entendre. L'insonorisation fonctionne dans les 2 sens. J'ai entendu le bruit des bottes dans les escaliers. J'ai même entendu des hommes parler. « Il n'y a rien ici, » a dit une voix grave. « On dirait juste un débarras. »« Non !» ai-je crié. « Je suis derrière les étagères. Poussez les étagères !» J'ai soulevé la lourde chaise avec le peu d'adrénaline qui me restait et je l'ai fracassée contre la porte. Bang ! Silence à l'extérieur. « Vous avez entendu ça ?» a dit la voix. Bang ! Ça venait du mur. J'ai entendu le grattement de l'étagère traîner sur le béton, puis une voix, toujours étouffée, mais proche. Y a quelqu'un ? Aidez-moi ! Je m'appelle Jean, s'il vous plaît ! Bon sang ! A dit la voix. Puis sont arrivés les outils. Le crissement d'une scie circulaire mordant dans le métal. Les étincelles qui volaient. Il leur a fallu 1 heure pour couper les lourds verrous et la barre d'acier que mon père avait soudée. Quand la porte s'est enfin ouverte, la lumière de leur lampe torche m'a aveuglé. J'avais l'impression d'avoir du feu dans les yeux. Je me suis couvert le visage et je me suis recroquevillé en boule sur le sol. Une policière m'a touché l'épaule. « Tout va bien », m'a-t-elle dit d'une voix tremblante. « Vous allez bien maintenant ?» J'ai appris la vérité quelques jours plus tard, depuis mon lit d'hôpital, sous perfusion et portant des lunettes de soleil, parce que la lumière de la chambre me faisait trop mal aux yeux. Mon père avait été victime d'un grave accident vasculaire cérébral dans la cuisine. Il était mort sur le coup.
Il est resté là pendant 3 jours avant qu'un voisin, remarquant que son courrier s'accumulait et que sa pelouse n'était pas tondue, tout le monde savait qu'il était très méticuleux à ce sujet, n'appelle pour vérifier s'il allait bien. Ils l'ont trouvé, ils ont vidé la maison, ils étaient sur le point de partir quand j'ai balancé la chaise sur le mur. 10 ans. 10 ans. L'adaptation n'a pas été comme dans les films. Il n'y a pas eu de montage joyeux. J'avais 15 kilos de moins que mon poids normal. Je souffrais d'une carence en vitamine D qui me causait des douleurs osseuses. Je n'avais aucune compétence sociale. J'étais terrifié par les portes ouvertes. Pendant 6 mois, je n'ai pas pu rester dans une pièce avec une fenêtre, car l'idée de l'extérieur me terrifiait. Le ciel infini me donnait l'impression qu'il allait m'écraser. Et la technologie, mon Dieu, la technologie. Tout était écran tactile et réseaux sociaux. Je me sentais comme un homme des cavernes sortant de la glace. J'ai vendu la maison, car je ne pouvais plus y remettre les pieds. Je l'ai fait vendre par un avocat, en lui demandant de détruire le contenu du sous-sol avant de le montrer. L'argent de la maison et l'assurance vie de mon père me permettent de vivre tranquillement. C'est de l'argent sale pour certains, mais j'ai l'impression de l'avoir mérité. Je vous dis ceci aujourd'hui parce que j'ai récemment trouvé une boîte de vieux DVD dans une boutique d'occasion. J'ai vu un exemplaire de « Comment perdre un mec en 10 jours ». Je suis resté là dans l'allée, serrant le boîtier en plastique, et j'ai commencé à pleurer. Une gentille dame m'a demandé si j'allais bien. Je ne pouvais pas lui expliquer que ce film stupide avait été mon seul ami pendant 3 ans. Je n'ai fait qu'effleurer la surface de ce qui s'est passé dans cette pièce. Les jeux auxquels je jouais pour rester sain d'esprit. Les cruautés spécifiques des rénovations, les rêves que j'avais. Il est tard maintenant. La veilleuse clignote et cela me rend anxieux. Je dois aller vérifier à nouveau les serrures de la porte de mon appartement. Ce sera la 10e fois ce soir. Si vous avez des questions, posez-les. Il y a tant de choses que je n'ai pas dites, et parler à un thérapeute me semble trop clinique. Je préfère vous parler à vous sur YouTube dans le noir. Je crois entendre un bruit dehors, mais c'est probablement juste le vent. Je n'arrive pas à m'habituer. Je vais devoir encore vérifier les serrures, juste au cas où.